Au menu ce soir, elle est partie défendre nos intérêts. La première mission de Christine Fréchette à Washington sera-t-elle payante pour le Québec? Pour une troisième fois en 2 ans, Donald Trump échappe au pire. L'homme arrêté lors du dîner des correspondants a été officiellement accusé de tentative d'assassinat. Et il l'a enfin officialisé, le député Alexandre Boulris va tenter de se faire élire à l'Assemblée nationale pour Québec solidaire. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table de ce soir, on commence la semaine avec Alain, Maude, Jacinthe et Victor. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Les mots de l'actualité, on va aller de ce côté-là de la table. Alain et Maude. Alain, entente. Entente, les employés d'entretien de la STM qui viennent de signer une entente à 86 % suite à la négociation qui a été faite avec le médiateur. Bonne nouvelle pour les citoyens qui utilisent le transport en commun, surtout après 4 grèves en 1 an. Différents modèles de grève, mais qui ont dérangé beaucoup de citoyens pendant cette période. On s'est beaucoup souvenu des moyens de pression. On a parlé. On oublié. On avait parlé pas mal au débatteur. En effet. Mais là, ben voilà, c'est réglé. Maude, espoir. Ben oui, espoir, parce que peut-être que vous ne le savez pas, là, mais pendant les séries, je me transforme en vrai fan du Canadien. J'écoute ça à fond. Hier, donc, on était en gang à l'écouter. On a perdu. C'est rendu 2-2 dans cette série. Donc, c'est vraiment malheureux. On s'en va à Tampa Bay, mais je vis d'espoir. Rien n'est perdu parce que je pense que Caulfield et Suzuki vont se réveiller et rien n'est impossible. On garde espoir. Prochain match mercredi. Ensuite, ce sera vendredi. On suit ça, bien sûr, de très près. Et c'est sans doute le cœur gonflé d'espoir que Christine Fréchette s'est rendue à Washington pour une première mission à l'étranger en tant que première ministre. Elle dit vouloir défendre les intérêts du Québec alors que, vous savez, les tarifs douaniers touchent encore de nombreux secteurs de nos industries comme le bois, l'aluminium. On va aller joindre notre envoyé spécial à Washington en direct ce soir, Jean-François Poudrier, qu'on a envoyé là-bas. Salut Jean-François. Salut Michel. Bon, Christine Fréchette qui a rencontré le représentant américain au commerce en charge de la renégociation de l'ASEUM, l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Voilà, Jamieson Greer qu'elle a rencontré pendant environ 1 heure en fin d'avant-midi. Ils ont discuté, bien entendu, des tarifs qui ont été imposés là, du côté des États-Unis à quelques produits qui sont quand même produits au Québec là, de façon importante. On pense à l'aluminium notamment, le bois d'œuvre aussi. Mais aussi son objectif, bien sûr, c'est de parler de la renégociation de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Ça s'en vient, ça doit commencer en juillet en principe. Et on veut, bien entendu, commencer sur une bonne note. On sait que du côté des États-Unis, il y a quelques irritants, notamment la question de la gestion de l'offre. Ça fait des années que c'est un problème pour les Américains. Ils veulent qu'on s'en débarrasse. Et du côté de Christine Fréchette, il n'y en est pas question. Elle le lui a répété aujourd'hui. Ça a été abordé, mais j'ai fait savoir que de mon côté, c'était non négociable, la gestion de l'offre, tout comme la langue française d'ailleurs. Ça, c'est 2 éléments pour lesquels c'est non négociable de mon côté. C'est ce que j'avais partagé également au premier ministre Carney il y a quelques jours. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Qu'est-ce que M. Greer a répondu à cela? Est-ce qu'il y a de l'ouverture ou c'est... Il n'a pas insisté sur cette dimension-là. Est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord avec moi? Je n'irai pas jusque-là, mais il n'a pas insisté. Bon, au menu des rencontres, Mme Fréchette a aussi parlé ce matin avec l'ambassadeur du Canada à Washington, M. Wiseman. Oui, Mike Wiseman qui a soulevé quelques controverses, notamment la semaine dernière, lorsque son bureau a envoyé des invitations là, pour une rencontre seulement en anglais. Également, au cours des dernières années, il avait souligné à quel point il n'était pas nécessairement d'accord avec la gestion de l'offre. Et ça, Christine Fréchette lui en a parlé. Il a dit qu'il allait respecter la gestion de l'offre. Et pour ce qui est du français également, elle lui a rappelé que c'était important. Je lui ai rappelé l'importance de s'adresser systématiquement en utilisant les 2 langues officielles aux Canadiens. Quand il s'adresse aux Canadiens, d'utiliser systématiquement les 2 langues officielles. Et je lui ai dit ça s'applique non seulement pour l'ambassade, mais pour l'ambassadeur également. Et il m'a rassuré quant au fait qu'il allait adapter son approche. Bon, Jean-François, il y a pas mal de monde à Washington ces jours-ci. On ne sait pas si Mme Fréchette a eu la chance de voir le roi Charles.
On en doute, en fait. Madame Fréchette qui partait ce soir pour le Québec. Le roi Charles, plutôt, est arrivé cet après-midi. D'ailleurs, je l'ai vu passer sur l'autoroute ici avec toutes les voitures de police. Ouais, c'est assez impressionnant, mais il est ici donc pour une visite de 4 jours aux États-Unis, dont 2 ici à Washington, à rencontrer le président Trump ce soir et va rencontrer le Congrès demain. C'est pour souligner les 250 ans des États-Unis, mais on veut améliorer les relations entre ces deux pays. Fait que t'as ça dans ton carnet de journaliste. T'as croisé la voiture du roi Charles. Hey, merci, Jean-François. Bon retour. Bye-bye. Bye-bye. Bon, allons-y là-dessus. Alain, c'est une bonne chose que Mme Fréchette se rende rapidement comme ça à Washington, selon toi? Oui, bien, elle multiplie les rencontres. Moi, j'ose presque dire qu'elle est hyperactive depuis le début de son mandat comme première ministre. Donc, après le premier ministre du Canada, certains ministres des provinces, on voit qu'elle va aller aux États-Unis. Et une chose est claire, c'est que si elle fait rien, il n'y aura pas de résultat. On n'a pas de garantie de résultat, mais au moins, on sent qu'on a une première ministre qui tente le coup, puis qui rassemble les acteurs économiques aussi pour avoir un message commun pour tous. Oui. Surprise qu'elle ait pu rencontrer quelqu'un d'assez haut placé dans l'administration Trump. Oui, on ne l'avait pas vu venir 2 semaines après avoir été élue. Moi, je trouve quand même que c'est un bon coup. Là. Elle se rend très, très présente, très visible. On la voit dans les médias, puis elle annonce beaucoup de choses qui sont bonnes, des bonnes nouvelles. Là. Après Maisonneuve-Rosemont, les médecins spécialistes, je trouve que c'est ça. Elle fait des bons coups. Des bonnes notes à lui donner en de ce ta moment, part. oui. Victor, est-ce que tu crois que cette mission-là va avoir l'effet escompté pour le Québec? En termes de résultats, je pense pas nécessairement. Ce que Mme Fréchette fait extrêmement bien, c'est qu'elle est en train de construire un narratif qui lui permet pas nécessairement d'obtenir de résultats, mais qui lui permet de faire oublier son prédécesseur sur certains aspects. M. Legault s'est déplacé très peu à l'étranger, n'aimait pas particulièrement la diplomatie et faire lui-même des visites à l'étranger. Là, il semblerait qu'elle est à Washington, mais qu'elle va ajouter l'Europe également à cette liste. Alors, je trouve ça intéressant, la façon qu'elle construit le narratif. Maintenant, les résultats viendront sur le long terme. Bon. Jacinthe, est-ce que tu trouves que le Québec, comme ça, se positionne bien pour la renégociation de la CO? Bien, le vrai test, ce sera à quel point le Québec va peser dans la balance des négociations entre Ottawa et Washington. Alors, bon, elle fait bien de faire ses démarches, mais il reste que, au-delà de cette opération de relations publiques où on crée des images dans la tête des citoyens, des Québécois, l'enjeu principal, c'est notre interlocuteur principal au Québec, ça reste Ottawa. Oui, Ottawa qui va négocier donc avec les autres pays pour cette entente-là. À suivre, bien sûr, comme dossier. Le 9 mai prochain, soit dans moins de 2 semaines, ça va marquer le début du déploiement du dossier santé numérique au Québec. La nouvelle plateforme qui vise à centraliser les données médicales des Québécois soulève pas mal d'inquiétudes. On l'a entendu la semaine dernière, des témoignages recueillis par Nouveau Info parlent d'une application difficile à utiliser, d'une formation insuffisante et de crainte que nos données soient à risque. Alors, devant ces drapeaux levés, on se demande ce soir, est-ce que Québec devrait repousser le déploiement du dossier santé numérique? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre. Commentez également. On va retourner à Washington pour vous parler de l'auteur présumé de la fusillade survenue au dîner des correspondants samedi. Il a comparu aujourd'hui. Cole Thomas Allen fait maintenant face à 3 chefs d'accusation, mais d'autres pourraient s'ajouter. C'est la 3e fois que le président Trump est ciblé par une tentative d'assassinat. Résumé, Lila Mouche. Cole Thomas Allen, le présumé tireur qui a fait irruption au dîner des correspondants samedi soir, a comparu aujourd'hui devant un tribunal de Washington. Il a été accusé de tentative d'assassinat contre le président américain Donald Trump et de 2 infractions liées aux armes. Cole Allen, 31 ans, originaire de la Californie, encourt une peine de prison à perpétuité s'il est reconnu coupable, après avoir tenté de tuer Donald Trump. C'est un ingénieur diplômé, enseignant à mi-temps, et d'après un membre de sa famille, il s'est engagé dans l'activisme politique ces dernières années. Alors, les éléments d'enquête du département de la justice ont dévoilé qu'il avait réservé une chambre du 24 au 26 avril à l'hôtel Hilton où se trouvait le gala des correspondants. Il est venu de Los Angeles à Washington avec un semi-automatique, 4 couteaux et un fusil à pompe acheté en Californie. Donc il a traversé plusieurs États avec ses armes. Et les autorités ont d'ailleurs retrouvé un manifeste adressé à sa famille dans sa chambre d'hôtel. On y apprend qu'il visait l'administration du plus haut au plus bas. Il s'est décrit comme un assassin fédéral bienveillant. There will be additional charges as this investigation continues to unfold. But make no mistake, this was an attempted assassination of the President of the United States, with the defendant making clear what his intent was, to bring down as many of the high-ranking cabinet officials as he could.
Un peu plus tôt dans la journée, la Maison-Blanche a accusé le culte de la haine venu de la gauche pour cet événement. Et Donald Trump, qui a été la cible de 3 tentatives d'assassinat ces dernières années. Debating, peaceful protesting, and voting are how we need to settle disagreements, not bullets. Nobody in recent years has faced more bullets and more violence than President Trump. People listen, and when you have mentally disturbed individuals across the country who are listening to this crazed rhetoric about the president day after day after day, it inspires them to do crazy things. And unfortunately, it's not just the media, it is the entire Democrat Party has made their pitch to voters across the country that Donald Trump poses an existential threat to democracy, that he is a fascist, and that they compare him to Hitler. Plusieurs questions existent, notamment sur les failles de sécurité. Le Congrès américain a demandé une enquête. Bon, beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, Alain, on se questionne sur le niveau de sécurité de l'hôtel où avait lieu ce dîner-là. Tout à fait. Quand on écoute les journalistes qui étaient présents, certains affirmaient qu'ils ont été capables de rentrer dans l'hôtel sans montrer aucune pièce d'identité, juste en présentant leur billet avec le code QR. Donc, il a quand même réussi à rentrer dans l'hôtel, être dans le passage avec des armes à feu. Honnêtement, moi, ça me questionne, là, cette sécurité-là. 3 tentatives d'assassinat, Maude, en 2 ans envers le président Trump. Ça dit quoi sur le climat social aux États-Unis? Bien, moi, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que la façon d'être de Donald Trump, de diriger, de s'adresser aux médias, de s'adresser aux Américains, est-ce qu'à quelque part, ça polarise, ça vient exacerber la violence aux États-Unis? Je pense que poser la question, c'est y répondre. L'homme est très controversé, puis il polarise, puis ses politiques divisent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui divisent. D'ailleurs, il y a également une polémique entourant l'animateur Jimmy Kimmel, Jacinthe, qui a retenu l'attention. Oui, le 23 avril dernier, donc Jimmy Kimmel qui a imité une allocution dans ce dîner des correspondants. Donc, il devançait un peu de façon humoristique cette allocution et dans laquelle il mentionnait là, que la première dame, Melania Trump, était une future veuve. Donc, ça a causé une grande polémique aux États-Unis. Avec ce qui vient de se passer, il y en a qui font des liens en disant que peut-être la blague était peut-être sur l'âge, qui sait, mais avec ce qui vient de se passer, on analyse ça. Ça marque le climat politique très, très clivant aux États-Unis, oui. Et il y a toutes les théories du complot, t'en penses quoi? Ben, je trouve ça inacceptable, d'un côté comme de l'autre. Un acte de violence est un acte de violence, c'est un acte contre la démocratie. Alors, qui que ce soit qui est attaqué, il faut le dénoncer. Au niveau des théories du complot, moi, ce que je vois comme enjeu, par exemple, c'est comment est-ce qu'on réagit après. Donc là, il faut calmer les esprits plutôt que de mettre de l'huile sur le feu. Espérons que ce soit ça les prochaines semaines. Oui. Ça reste que ça en dit beaucoup sur le climat présentement chez nos voisins du Sud. Revenons chez nous. Le Canada aura son propre fonds souverain. Le premier ministre Carney en a fait l'annonce aujourd'hui. Ça va servir, entre autres, là, à faire fructifier les richesses pétrolières du pays et pour des projets d'intérêt national. Le gouvernement va y verser une somme initiale de 25 milliards de dollars. Les particuliers et le secteur privé sont aussi invités à y investir. Mais avant d'être lancé, le fonds fera l'objet de consultations. Il s'agit d'un pilier important de la mise à jour économique du gouvernement qui sera déposé demain. Un fonds canadien pour les Canadiens. Donc, c'est un peu comme un compte collectif qu'on a, le fameux genre de compte conjoint, où on sera tous et toutes impliqués. On aura un compte conjoint qui va nous permettre de faire des épargnes, mais aussi des investissements. Je pensais à Jean Lesage. S'il était là aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'une des meilleures façons d'être maître chez nous. Bon, et on nous présente ça, Victor, aujourd'hui, mais il manque quand même pas mal d'informations, de connaître les modalités entourant ce fonds-là. Il nous manque tous les détails qui nous permettent de voir est-ce que c'est un fonds souverain ou est-ce que c'est une campagne de relations publiques. C'est là l'enjeu principal, parce qu'un fonds souverain doit s'autofinancer, il doit justement bénéficier de financements qui proviennent notamment de redevances, par exemple, sur l'exploitation de certains hydrocarbures ou certaines ressources naturelles. Donc, il y a plein d'éléments dans le financement du fonds qui seront importants. Et aussi, au niveau de l'investissement de la part des citoyens, quelle sera la rentabilité qui sera offerte? Qu'est-ce qui va différencier, par exemple, d'obligations d'épargne gouvernementale? Donc, il y a beaucoup d'éléments. On a envoyé un gros message aujourd'hui, mais le message est très vide encore à ce moment-ci sur les comment ça va se passer. Oui, d'où vient l'argent, comment on va s'y prendre. Qu'est-ce qui t'inquiète là-dedans? Est-ce qu'on va tout simplement financer ce fonds souverain à même la dette?
Et à ce moment-là, bien là, on est avec avec de l'endettement. À ce moment-là, on s'éloigne complètement des fonds souverains qui existent ailleurs, qui sont basés sur les excédents commerciaux, comme la Chine ou Singapour, ou qui sont basés sur l'exploitation des hydrocarbures, comme plusieurs pays dans le Golfe Persique. Alors, peut-être plus de détails demain, espérons-le. Vous attendez à quoi de la mise à jour économique demain? Un déficit moins élevé. On nous avait annoncé un déficit projeté de 78 milliards de dollars, mais pour toutes sortes de raisons, les analystes disent, entre autres, là, à cause des revenus plus élevés du gouvernement, puis les dépenses, il y a eu des délais dans les dépenses, et il y a une révision du PIB, donc probablement un déficit moindre que Alain? J'ai l'impression que ça va être ça, la grosse nouvelle, la hauteur du déficit demain. À part ça, je pense que tout ce qui devait être dit a déjà coulé dans les médias. Là. Alors, un déficit moins élevé, ce serait une bonne nouvelle? Oui, ce serait une très bonne nouvelle, honnêtement, pour les Canadiens. Oui, mais il n'y a rien de ça qui est vraiment attribuable au gouvernement. OK, on va pouvoir analyser ça demain. C'est génial. C'est ça, l'avantage d'avoir ces analyses chaque soir. Notre sondage express en ce lundi, ça porte sur la visite de Christine Fréchette à Washington. Est-ce que vous trouvez que la première ministre a bien fait d'aller à la rencontre des Américains rapidement? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Également, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein? Un proverbe pris au pied de la lettre par un Montréalais qui s'attaque au nid de poule dans la ville. C'est à venir un peu plus tard à l'émission. Alors, Christine Fréchette a-t-elle bien fait de se rendre rapidement à Washington? Vous avez répondu oui à 69 %, non à 31 %. Parlons de politique. Les rumeurs couraient depuis un bon moment. C'est maintenant fait. Le député fédéral Alexandre Boulris du NPD joint les rangs de Québec solidaire. Il va en fait continuer de siéger comme indépendant à Ottawa jusqu'au déclenchement des élections provinciales. Certains voient un gros gain pour Québec solidaire, mais un coup dur pour le NPD. Reportage, Étienne Fortin-Gauthier. Que je suis candidat à l'investiture de Québec solidaire pour Gouin. C'était le secret le moins bien gardé du monde politique. Alexandre Boulris, après 15 ans au fédéral pour le NPD, se joint à Québec solidaire. Il dit que le Québec va mal et veut changer les choses. Il s'agit d'un nouveau défi et en même temps d'une continuité dans mon implication politique comme progressiste, écologiste et humaniste. Il faut réparer le Québec. Notre obsession nationale, ça devrait être offrir un toit à tout le monde. Notre obsession nationale, ça devrait être de faire épanouir nos enfants dans les meilleures écoles au monde. Ça fait longtemps qu'on crouse Alexandre. Je sais qu'il fera un excellent député solidaire. Sa ferveur souverainiste a été remise en doute par plusieurs au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, en point de presse, il a dû se défendre sur cette question. Tu as des capacités beaucoup plus grandes d'action en étant un État plutôt qu'en étant une province. Ça ne veut pas dire que le Canada, c'est des pas fins puis qu'on les aime pas. C'est nos voisins, ils vont toujours rester nos voisins. La question des transfuges a souvent fait débat au cours des derniers mois. Dans ce cas-ci, on ne parle pas d'un parti fédéral à un autre, mais plutôt d'un parti fédéral à un parti provincial. Qu'en pensent les électeurs d'Alexandre Boulris? Des fois, le changement, ça fait du bien. Je pense que c'est une bonne chose. Oui, ça va peut-être être plus proche de nous. Puis je pense que c'est quand même une figure du quartier qui est là depuis longtemps. Fait que pourquoi pas? Ça reste orange. Oui. Pour moi, c'est une suite logique. Je vois pas de contradiction là-dedans. Alexandre Boulris, c'était le seul député québécois du NPD, mais aussi sa voix francophone. Le NPD va devoir combler ce vide pour rejoindre l'électorat francophone. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Bon, parlons d'abord du NPD qui perd des plumes. Ouais, c'est un coup dur pour le NPD. C'est un coup très, très dur. Il était 7 députés après la dernière élection fédérale. Ils ont perdu Laurie Idlut. Personne ne la connaissait, député du Nunavut. Qui rentre chez les Et là, avec Alexandre, exactement, avec Mark Carney. Et là, avec Alexandre Boulris qui quitte, ils vont être rendus plus que 5 députés. Un chef qui ne parle pas français. Le dernier Alexandre Boulris de la vague orange du NPD de 2011. Et ils perdent leur seul député au Québec, donc beaucoup de travail à faire. C'est pas la fin du NPD. Ouais. Victor, est-ce que M. Boulris a besoin de Québec solidaire ou c'est Québec solidaire qui a besoin de M. Boulris? C'est Québec solidaire qui a besoin de M. Boulris dans Gouin parce que c'est un des rares députés qui gagne son comté sans avoir besoin du parti. Maintenant, au niveau global, c'est sûr qu'ils vont se bénéficier l'un à l'autre. M. Boulris va pouvoir continuer son implication, mais c'est une très belle prise pour Québec solidaire à ce moment-ci, même si ça a été compliqué avec cette question de changer les règles du jeu pour M. Boulris. Je pense qu'il sera capable de faire oublier toute cette situation-là. Québec solidaire, parti souverainiste, quand même indépendantiste. On a quelqu'un du NPD qui était au fédéral qui se retrouve là. Comment tu vois ça, l'ajout d'un candidat qui a siégé à Ottawa? Est-ce que ça peut aider pour le parti? J'ai l'impression que ça peut être un signe que Québec solidaire va miser davantage sur l'indépendance et cette idée d'indépendance du Québec
en vue des prochaines élections, peut-être pour faire concurrence au Parti québécois. Parce que lorsqu'Alexandre Boulris s'est fait questionner, il dit que l'expérience d'être dans un parlement d'un pays souverain, ça m'a aussi montré à quel point c'est avantageux d'être un vrai État et à quel point tu as des capacités beaucoup plus grandes d'action à un État plutôt qu'une province. Ah. On va peut-être faire partie justement des thèmes. Ça, c'est sûr, d'un thème qu'on va entendre beaucoup lors de la prochaine campagne. Est-ce que ça te dérange qu'il reste député en attendant jusqu'à la fin? Oui, ça me dérange parce que là, c'est comme si des transfuges du fédéral, des transfuges en général, on en a vu beaucoup, du fédéral au provincial, OK, passe encore, mais là, c'est comme un retardement. Donc, il continue à garder sa paie jusqu'au mois d'août. Moi, il y a quelque chose là-dedans que je trouve... Il sait qu'il veut changer de parlement, puis là, il reste là jusqu'au mois d'août. Au moins, il est là comme indépendant. Oui, au moins. Je suis certaine. Bon, vous avez des commentaires à partager avec nous, des idées de débat, écrivez-moi. Mon adresse apparaît à l'écran. Vous en avez assez des nids de poules? Bien, il y en a un citoyen qui en avait tellement ras-le-bol qu'il a décidé de les colmater lui-même, et ça gratuitement, imaginez. Montréalais qui travaille dans le paysagement a offert ses services sur les réseaux sociaux. Là, sa publication a été partagée des milliers de fois en seulement quelques jours. Il faut dire que 2026 pourrait être une année record en termes de signalement. Il y en a eu plus de 13 500 depuis le début de l'année dans la métropole. Comme vous voyez, nous, on n'utilise même pas l'asphalte des gros camions, c'est de l'asphalte qu'on poche. Un trou comme ça, tu mettrais 3 sacs. Puis un sac, ça coûte combien? Lui, il a environ 14 $. Pourquoi tu le fais? Ça coûte de l'argent. À force de marcher dans des ruelles, je me dis, oh, lui a pris des flats, c'est un ami à moi. Il prend des flats, j'ai déjà pris des flats. Alain aussi, il en a pris des flats. Moi, c'était pas des nids de poules, c'est des nids de dinosaures que j'ai eu sur la droite. Maude à Saint-Ève, impressionnée par ce mouvement citoyen? Ben oui, moi, je trouve que c'est créatif, c'est généreux. Pourquoi pas? Je sais que c'est peut-être pas légal, là, mais j'applaudis quand même la créativité et la débrouillardise de ce gars-là. T'en penses quoi? Mon fils m'a montré ça en fin de semaine. Regarde, maman, il y a un créateur de contenu qui fait ça. J'ai regardé ça, je me suis dit, quelle belle initiative. Il va se faire démolir par les syndicats. Mais en tout cas, je suis pas sûr que les automobilistes vont chialer après son travail, ça. Victor, on peut quand même pas s'improviser comme ça, réparateur de nid de poule, là. Non, puis Justin Tell l'a bien dit, c'est un créateur de contenu. C'est un superbe coup marketing. Bravo pour la visibilité. Mais c'est pas aux citoyens de se substituer des travaux publics. Sauf que, pour la visibilité, ça marche très, très bien. Trouves-tu que la ville les répare assez rapidement, toi, Alain? Non, c'est une catastrophe. Puis le coût que ça a pour la société, le temps qu'on perd. Moi, je suis en train, là, en ce moment, en mode de réclamation avec la Ville de Montréal. Je regarde le nombre d'interactions que j'ai avec les employés, ce que ça doit coûter, la journée que j'ai perdue, le coût. Non, c'est pas terminé, là. Ça fait plus d'un mois et demi de ça. Puis là, on me demande encore des informations quand ils ont tout entre les mains. J'essaie d'imaginer tout l'argent juste pour mon cas. Fois le nombre de personnes qu'on connaît. Si ce temps-là, cet argent-là, on l'avait pris pour réparer des nids de poules, ce monsieur-là ne serait pas en train d'emboucher. Voilà comme on a vu l'actualité à vos cellulaires, tablettes, place au grand débat. On va parler du dossier santé numérique. C'est aussi un autre dossier qui traîne, qui devrait moderniser quand même notre réseau de la santé. Le débat commence dans 30 secondes.